Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et président d'honneur des leaders pour la paix. Et ça, c'est très important. La paix. Je vais beaucoup vous parler d'international et on va commencer avec l'actualité. Fusillade devant le musée juif de Washington. Un homme a tiré sur 2 membres de l'ambassade israélienne qui ont été tués. Premier commentaire, Jean-Pierre Raffarin, c'est quoi? C'est cette guerre qui n'en finit pas entre Israël et le monde palestinien, qui s'exporte, qui enflamme le monde, c'est quoi? Bon, au fond, l'antisémitisme à ce degré-là, c'est une forme de terrorisme, et c'est une forme de guerre. Ce que nous ont appris quand même les événements du passé, c'est que la guerre n'élimine pas la guerre. Et c'est pas parce que on veut aller à l'extermination qu'on réussit à y aller. On l'a vu dans beaucoup de nos pays. C'est toute la problématique aujourd'hui qui est posée à Israël. Israël a un objectif d'extermination, ce qui, d'un point de vue humain, est assez inacceptable. Bien sûr qu'après le 7 octobre... Israël a un objectif d'extermination, selon vous? En tout cas, Netanyahou, pas forcément Israël, mais Netanyahou. Netanyahou. Je rappelle que l'armée israélienne va prendre le contrôle intégral de toute la bande de Gaza. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, pour être très clair, il est évident qu'après les horreurs du 7 octobre, Israël a le droit de se défendre. Oui. Et la légitime défense fait partie du droit international. Et donc, elles ont le droit de se défendre. Mais le droit de se défendre, ça n'oblige pas à affamer les gens, à tuer les populations civiles et s'en prendre aux enfants. Et il est clair aujourd'hui qu'il y a là un sentiment d'horreur qui se développe un peu partout dans le monde et que tout ça génère un nouveau terrorisme. C'est les souffrances qui génèrent aussi le terrorisme. Et d'entraîner des souffrances, ça fait qu'on n'extermine pas le terrorisme par la violence, on extermine le terrorisme par les tentatives d'intégration, en tout cas d'apaisement qu'il faut essayer de trouver. D'apaisement. Est-ce qu'Israël risque de devenir un État paria dans le monde ? Je pense que tout le monde a une grande proximité affective avec Israël, compte tenu de ces malheurs de l'histoire. Et donc, il y a quand même une proximité réelle partout dans le monde avec Israël. Mais c'est vrai que Netanyahou, de mon point de vue aujourd'hui, ne sert pas la cause d'Israël, cette cause mondiale. Parce que, en allant dans ces horreurs, en rompant les règles du droit de la guerre, naturellement, on sait bien que dans la guerre, le droit est toujours quelque chose de très fluctuant. Mais globalement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des horreurs qui choquent le monde entier et tout ça ne sert pas ce grand peuple, le peuple d'Israël. Vous employez, pour terminer avec cette situation, vous employez le mot génocide ou vous préférez le mot épuration ethnique à Gaza ? Je ne sais pas, tout ça, ce sont des débats théoriques. Disons que je crois qu'il y a une volonté d'extermination, il y a une volonté vraiment de raser Gaza, et donc il y a là, je crois, quelque chose qui est assez choquant parce qu'on n'extermine pas comme ça. De toute façon, c'est des choses qui sont inacceptables et qui créent de la violence. Et au fond, Israël et Netanyahou, son gouvernement, veut tuer la violence, mais il la crée. Et c'est ça qu'il faut voir clairement, c'est que toute cette violence-là crée de la violence. La violence ne conduit nulle part. La violence, elle est en train d'aujourd'hui de se développer dans nos sociétés, à l'intérieur et entre nos sociétés. C'est la guerre. La guerre et la violence sont des sœurs jumelles. C'est la destruction de l'autre. Et tout ça, ça ne conduit à rien. La violence ne conduit nulle part. Et la violence ne peut que créer que de la violence. Et donc cette lutte-là, elle ne créera que du terrorisme à venir. Tant qu'il n'y aura pas une Palestine organisée, tant qu'il n'y aura pas une capacité d'un dialogue entre 2 États, il y aura cette violence qui créera de la violence. Jean-Pierre Raffarin, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, s'est exprimé une nouvelle fois hier. Il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'Emmanuel Macron n'arrêtait pas d'exprimer sa haine contre la Russie. Je pense que ces propos sont toujours un provocateur. Mais il est clair que nous sommes très engagés contre la Russie. Moi qui connais bien Poutine, puisqu'avec Jacques Chirac, nous avons beaucoup travaillé avec lui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de résistance. Quelle est la différence aujourd'hui entre le résistant et celui qui coopère? C'est quand on est attaqué dans notre intégrité, dans notre territoire, dans notre dignité, dans notre culture. Or aujourd'hui, la Russie attaque
l'idée européenne. Elle attaque le peuple ukrainien. Et donc nous sommes aujourd'hui des résistants. Et je trouve que Emmanuel Macron est courageux d'exprimer cette logique aujourd'hui, qui est qu'on ne peut pas accepter l'attitude de Poutine. Nous sommes des résistants. De Gaulle nous l'a montré. De Gaulle dit, on parle avec tout le monde. Mais dès qu'on est attaqué, c'est la résistance qui nous doit nous conduire. Nous sommes aujourd'hui des résistants face à la Russie. Oui, des résistants, mais ne comptez pas trop sur l'aide des États-Unis à l'Ukraine. C'est ce que vous les résistants, nous les résistants, c'est ce qu'a dit hier Donald Trump. Oui, mais ça, je pense que Donald Trump a une position extraordinairement ambiguë. En rien, il a l'air intéressé, motivé par la souffrance du peuple ukrainien. Une seule chose l'intéresse, c'est les intérêts de l'Amérique. Et il a des intérêts contradictoires. Il cherche quelquefois la paix, parce qu'il veut les métaux rares, parce qu'il veut les matières premières, parce qu'il veut les richesses de l'Ukraine. Mais par ailleurs, il organise un dialogue avec Poutine. Quel est leur point commun ? C'est la volonté d'affaiblir l'Europe. Quand ils se parlent tous les deux au téléphone, ils parlent de l'Europe pour affaiblir l'Europe. Parce que Poutine est ravi de voir l'Europe affaiblie et quelquefois divisée sur ces questions-là. Et Poutine se sert des propos souvent de Trump qui a qualifié l'Europe d'ennemi, d'adversaire. Et donc, alors que nous sommes des alliés, aujourd'hui... On voit des alliés ? Bien sûr, parce qu'on est allié avec le peuple américain et pas avec M. Trump. Et donc, M. Trump, il passera. Et donc, il faut être attentif. Mais aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas compter sur les États-Unis. Trump dit la vérité quand il dit ça. Oui, Trump vous inquiète ? Est-ce qu'il vous inquiète, Donald Trump ? Franchement, Jean-Pierre Raffarin, vous connaissez bien le monde, vous connaissez bien la diplomatie, vous avez été Premier ministre, est-ce qu'il vous inquiète ? Et enfin, oui, il m'inquiète dans la mesure où je ne le prends pas pour un fou. Je le vois très stratégique. Vous savez, quand on le voit avoir des relations assez de proximité avec Poutine, on se souvient que Kissinger disait toujours, donc c'était la doctrine de l'État aux États-Unis, ne mettez pas les intérêts de la Russie et de la Chine dans le même pot. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Trump face à Poutine ? Il est en train d'essayer d'avoir une relation avec la Russie différente de celle qu'il a avec la Chine, parce qu'il a désigné un adversaire, c'est la Chine. Et donc, dans ce contexte-là, il essaie de faire en sorte que la Russie puisse être un peu de son côté sur ce débat-là. Et donc, il y a une stratégie. Donc, je combats cette stratégie. Je vois qu'elle est quand même assez préoccupante. Et je suis assez étonné, globalement, du manque de réaction du peuple américain, des démocrates et des républicains, quand même. On a toujours vu dans le passé, dans des démocraties, il y a toujours une partie de gens... À l'intérieur même des majorités gouvernementales, il y a toujours une partie de gens qui résistent, qui s'opposent. Là, je vois cet alignement des républicains, qui est un alignement de type mécanique, dangereux. Et puis le silence des démocrates. Ça commence un peu à s'éveiller. Mais on n'est quand même pas là, dans cette belle et grande démocratie, y compris les médias, qu'est les États-Unis. Alors vous êtes le représentant spécial du gouvernement français pour la Chine. Vous parliez de la Chine et des États-Unis. L'ennemi numéro un des États-Unis, c'est la Chine. Absolument. Il y a entre les États-Unis et la Chine cette guerre commerciale. Bon, ça s'est un peu calmé. Suspension de ces droits de douane punitifs, 30% de droits de douane pour entrer aux États-Unis, 10% pour entrer en Chine. Les produits, ça s'est un peu calmé, mais tout de même. Dites-moi, il y a débat en France et dans l'Union européenne sur les produits que nous envoient les Chinois, et notamment Chine, Temu. Frais de 2 € sur chaque petit colis entrant en Europe. C'est ce que l'Union européenne a décidé. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est d'abord un sujet très difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits-là sont des produits pas chers. Oui. Et que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter des prix. Donc on est dans un pays aussi où il faut protéger, parce que les gens qui achètent ces produits, ils sont intéressés par le prix. Un rapport qualité-prix qui leur convient. Et donc dès qu'un État lance des mesures pour augmenter les prix, c'est toujours fragiliser les plus fragiles. Donc il faut prendre ça avec mesure. Je pense que toute cette approche-là de commande par les voies numériques maintenant, sans les réseaux de distribution, sans rien, ça conduit naturellement à ce que on fragilise complètement notre industrie. Et c'est vrai que notre industrie textile, notamment, est très fragilisée par ça. Dites-moi, les Chinois nous envoient 9000 tonnes de fret chaque jour. Oui, mais pourquoi ils le font ? Parce qu'il y a une demande de notre pays.
Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on a un système, nous, un écosystème global, qui n'est pas capable de produire à leur prix. Et donc, tout notre essai, c'est de faire en sorte qu'ils viennent produire chez nous. Oui. Mais naturellement, ils vont produire chez nous, mais avec notre système social, ça va coûter plus cher que quand c'est produit en Chine. Donc, il faut bien comprendre qu'on est derrière là avec une augmentation des prix. Mais les Chinois vont produire des voitures en Europe de plus en plus. Pourquoi ne pas produire du textile mais bien sûr, je pense ou d'autres je pense que la solution, elle est de venir produire en Europe. C'est ça la solution. C'est ce sur quoi le gouvernement français se bat. Vous avez vu le Choose France avec cette mobilisation. On est à 15-20 milliards par an d'investissements étrangers, justement pour qu'ils viennent produire en France. Donc ça, c'est la solution. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention quand on intervient, quand on réglemente. Moi, je suis quand même un peu de culture libérale. Vous êtes contre, vous êtes opposé à cette taxe de 2 euros? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner un signal clairement pour maîtriser les choses. Parce qu'on va... Il faut donner un signal aux Chinois. Il faut donner un signal aux Chinois. Donc je suis d'accord et j'approuve les décisions qui ont été prises. Et donc je vois bien qu'on a des difficultés majeures. Oui. Mais ce que je souhaite, c'est que l'Europe soit unie sur ce sujet. Si je prends l'exemple de l'automobile. Sur l'automobile, nous avons levé les taux. Mais d'un côté, les Français ont voté pour, de l'autre côté, les Allemands ont voté contre. Alors je vais vous dire, faire un rapport de force avec un pays plus fort que soi, c'est déjà difficile. Mais si en plus on est divisé, ce n'est pas convenable et ce n'est pas quelque chose qui nous donne des chances de succès. Il nous faut l'unité européenne. Est-ce qu'il faut continuer à taxer les véhicules venus de Chine? Moi je dis, il faut que les Français et les Allemands soient d'accord sur la politique, parce que les rapports de force, ça se fait dans l'union, ça se fait pas dans la division. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on ait une position claire sur les rapports. La position claire doit être la taxation des produits des véhicules chinois? Je pense que ce qu'il faut, c'est imposer, ce que dit la profession d'ailleurs en France, c'est imposer un quota de production locale. C'est-à-dire qu'une voiture qui est vendue, qui vient de Chine, elle doit être vendue en France avec une production française qui est à négocier entre les pays. Ce que fait Toyota, par exemple? Ce que fait Toyota dans le Nord, ce qu'on a développé. Alors Toyota s'est installé là. Même on peut imaginer qu'il y ait des entreprises, qu'une grande partie de la voiture soit produite ailleurs, mais on doit exiger 30, 40, 25, je ne sais pas, c'est à discuter de pourcentage de la voiture qui est fabriquée chez nous. Mais tout ça, ça doit être fait par une position franco-allemande. Voyons bien que ces rapport de force. Aujourd'hui, le droit international, l'OMC est bloqué, le droit international recule, c'est la force qui avance. Et si la France et l'Allemagne ne sont pas ensemble, nous serons fragiles. Vous dirai franchement, que l'on augmente ou qu'on n'augmente pas, ce qui compte, c'est qu'on fasse la même chose que les Allemands. Parce que dans les deux cas, on aura le rapport de force pour faire en sorte de tirer la situation à notre profit. Si nous sommes divisés, nous sommes vraiment très fragiles. Et dans cette circonstance-là, j'espère, il y a la seule lueur, parce que la situation internationale aujourd'hui est très préoccupante, très inquiétante, la seule lueur positive, c'est des relations franco-allemandes qui peuvent changer avec le nouveau chancelier. Et si, avec la protection nucléaire, avec un certain nombre de sujets, on arrivait à avoir des positions communes, ensemble on fait continent, ensemble on peut parler avec la Chine, mais quand la Chine nous voit divisés, au coin de la bouche, on voit un petit sourire. Mais évidemment. Jean-Pierre Raffarin, ce rapport sur les frères musulmans, vous étiez Premier ministre il y a 20 ans, je crois, lorsque vous avez reçu un rapport qui s'appelait le rapport Aubin. Vous vous souvenez de ce rapport? Que nous disait il nous disait ce que nous dit le rapport rendu hier. Un peu moins, mais moins complet. Oui. Mais tout de même. Oui. Il y avait en effet un diagnostic qui était Ça veut dire que depuis 20 ans, on n'a rien fait? Non, Jean-Pierre Raffarin? Non, on a fait beaucoup de choses. Je pense que depuis 20 ans, on a organisé la lutte contre le terrorisme. On s'est donné des moyens qu'on n'avait pas. Des moyens de justice. On a changé les lois. Je me souviens de Valls sur les écoutes, sur un certain nombre de sujets. Le Premier ministre avait engagé beaucoup de textes pour se donner des lois. Donc on a fait de la lutte du terrorisme. D'ailleurs, aujourd'hui, Retailleau dit il faut appliquer aux narcotrafiquants ce qu'on a fait sur le terrorisme. Parce qu'on s'est donné un arsenal, y compris judiciaire, pour lutter contre le terrorisme. Donc on a fait beaucoup de choses. Mais ce que je trouve pas très bien aujourd'hui dans cette situation, c'est que nous avons une guerre contre la radicalisation, contre le terrorisme. Mais c'est pas contre tous les musulmans. Non. Et je trouve qu'on ne fait pas la guerre avec les guerriers sur la place publique. On ne doit pas téléphoner nos stratégies à nos adversaires. C'est-à-dire c'est-à-dire que... On n'aurait pas dû rendre public ce rapport? Je pense que la guerre
contre le radicalisme doit être quelque chose qui est stratégique. On n'aurait pas dû rendre public ce rapport ? Je pense que c'est pas bien de se mettre dans cette situation publique parce que deux conséquences. Oui. D'une part, on fait un amalgame entre des musulmans qui veulent être des républicains et puis ceux qui sont des radicaux. Et puis d'autre part, on téléphone à nos adversaires nos stratégies. Donc c'est absurde. La guerre contre les adversaires, c'est pas à coup de communication. La guerre, c'est à coup d'appareils et de police, de renseignement, d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets sur lesquels cette guerre, c'est pas un acte de communication. Oui. Donc je pense qu'on ne doit pas, en matière guerrière, communiquer. C'est pour ça qu'il y a un secret défense. Le secret défense, c'est que notre stratégie de guerre, eh bien, notamment notre guerre contre les guerriers, c'est une guerre qui doit être... Mais ce rapport a fuité. Ça a mis en colère le président de la République, Jean-Pierre Raffarin. Je pense que, en faisant fuiter un rapport comme ça, je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça a une conséquence dangereuse, c'est que ça fait un amalgame. Est-ce que ça vient du ministère de l'Intérieur ? C'est ce que laissait entendre le président de la République. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Ça, je ne veux pas prendre position là-dessus. Je ne connais pas la situation. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait la guerre à quelqu'un, on ne téléphone pas avant sa stratégie. Et donc on ne téléphone pas ses informations, on ne téléphone pas tout ça. Donc, je pense qu'il faut faire la guerre au radicalisme. Je pense qu'il faut être sévère. Il faut mesurer qu'il y a une progression forte de l'implantation des idées radicales. Il faut en être conscient, qu'il faut donc renforcer notre lutte contre ces guerriers que sont les radicaux. Oui. Et donc, nous devons avoir cette force-là, mais nous ne devons pas faire d'amalgame. Et pour cela, nous devons adresser notre mobilisation à nos adversaires et pour Oui, mais Jean-Pierre Raffarin, quand on voit l'exploitation de ce rapport politique, par exemple Gabriel Attal qui propose d'interdire le voile, qui s'est précipité, le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans, est-ce stupide ? Je pense que le texte que nous avons d'ailleurs, c'était mon gouvernement qui l'a fait voter sur le voile à l'école, ça suffit. Nous avons là des dispositifs qui sont aujourd'hui satisfaisants. Mais c'est opportuniste et stupide de tout à coup se précipiter pour faire ses propositions. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Franchement, je n'aime pas beaucoup quand on prend des problèmes de société qui sont très complexes comme des arguments politiques et politiciens. Donc je pense que sur ces sujets, il faudrait de la modération de toutes parts. Parce que les sujets sont humains, ils sont difficiles. Nous avons des adversaires. Ces adversaires ne doivent pas légitimer qu'on s'adresse à tout le monde avec un certain nombre d'objectifs politiciens. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de s'attaquer fortement au radicalisme. Je pense qu'on a réussi aujourd'hui à déjouer un grand nombre d'attentats. Vous savez que du temps où j'étais Premier ministre, dans toute cette période, on avait été frappé durement, et donc je trouve qu'aujourd'hui on a fait des progrès dans la lutte. Mais ces progrès n'ont pas à faire l'objet de grandes agitations politiques, parce que ça effraie tout le monde, et ça risque de stigmatiser une population. Donc ce n'est pas la peine. Et donc il faut faire la différence évidemment entre les citoyens qui veulent vivre normalement et puis les radicaux qui veulent déstabiliser notre société. Jean-Pierre Raffarin, pour la présidentielle 2027, est-ce que vous avez déjà choisi ? Je travaille avec Édouard Philippe, je crois en ses capacités, je crois en sa possibilité de rassembler. Nous verrons un peu les circonstances, nous verrons comment tout ça va se passer. Édouard Philippe, pour vous, est le candidat qui vous paraît le mieux à même de devenir président de la République? Je pense qu'il a toutes les qualités pour devenir président de la République. Je pense qu'il s'est mis au travail très tôt, et je l'ai encouragé, je l'encourage toujours à faire ce travail, parce que on a bien vu que l'improvisation n'était pas la solution pour gouverner le pays. Et donc il faut préparer les choses, et donc il faut y travailler. Est-ce que Bruno Retailleau affaiblit la victoire de Bruno Retailleau, sa présence médiatique, son arrivée dans le monde sondagier? Est-ce que cela affaiblit Édouard Philippe? Pas du tout, ça le renforce. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu deux droites en France, enfin plusieurs, même René Raymond disait plusieurs, mais les bonapartistes et les orléanistes. Oui. Et donc il y a une droite populaire. Cette droite populaire, elle n'était pas aujourd'hui ni un parti de gouvernement, ni n'avait un leader. Elle était dans l'opposition, elle était dans la protestation. C'était RN. Maintenant, non, le républicain, la droite républicaine. Ah, pourquoi le RN, c'est pas républicain? Je pense que nous avons un cordon avec les extrémistes. Moi, je fais partie de ceux qui mettent les extrêmes à l'extérieur de mes préoccupations républicaines. Et donc, je crois vraiment que la droite populaire,
républicaine qui a toujours existé dans ce pays depuis quelque temps. Elle était en dehors du gouvernement, elle était très protestataire, on ne la sentait pas avoir des solutions. Et avec Retailleau, elle est entrée au gouvernement, c'est une droite de gouvernement, c'est une droite qui est une droite populaire, qui a ses thématiques, et vous savez que pour gagner les élections, il faut que la droite centriste, la droite orléaniste, cette droite-là soit forte, et il faut que la droite populaire soit aussi forte. Et qu'elle s'entende. Donc vous demandez à Bruno Retailleau et à Édouard Philippe, que se passe-t-il dans ma tête, à Édouard Philippe de se retrouver pour la présidentielle? Le moment venu, je pense que c'est très important. D'abord, Retailleau est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne. Je le connais, il a été mon président de groupe au Sénat, je l'ai vu, il est un Vendéen, la Vendée c'est tout proche du Poitou, je l'ai vu et revu, donc c'est quelqu'un de bien, d'honnête, de travailleur, qui aime la France. Donc ça c'est quelque chose de positif. Tout comme Édouard Philippe. Donc je pense que tous les deux sont très utiles. Et donc ils ont intérêt, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même créer, d'une part, les émergences politiques, le soutien populaire, parce que beaucoup de gens ont été écœurés par la politique, et donc il faut les ramener à la politique. Et ensuite, il faudra construire ce qui est cet espace, qui est l'ancien espace UMP, c'est-à-dire de la droite républicaine populaire et de la droite plus libérale, plus centriste. Et donc, il faudra mobiliser tout ça. Qui sera le mieux pour rassembler le moment venu? Nous verrons. Je crois en la capacité d'Édouard Philippe, mais je ne suis pas un intégriste, je suis pour qu'il y ait un candidat. Vous savez, au deuxième tour, il n'y a que 2 personnes. Probablement, si les choses continuent comme ça, probablement que le Rassemblement national est déjà au second tour. Donc il n'y a qu'une seule place. Donc il faut trouver le meilleur. Donc moi je ne suis pas pour qu'on fusille tout le monde dès maintenant. C'est pour ça que je suis contre les primaires. Parce que les primaires, ça décapite... J'allais vous en parler, ça décapite tout le monde. Nous, en un dimanche, on a viré un ancien président et 2 anciens premiers ministres. On a décapité l'UMP, on a tué l'UMP avec ce système. Donc je pense que la division dans un même camp, la violence, elle est encore pire quand elle est fraternelle. Et puis, c'est un anniversaire, en cette fin mai, les 20 ans du référendum sur la Constitution européenne, vous vous en souvenez, hein? Le peuple français qui avait dit non. Et puis, on a un peu, la classe politique, un peu arrangé les choses avec le traité de Lisbonne, etc., etc. Ça a été beaucoup reproché, d'ailleurs, à la classe politique dans son ensemble. Les référendums, le président de la République a dit son intention, mais pour l'instant, il n'est pas allé plus loin d'organiser des référendums. Vous en pensez quoi? Ça a été le dernier référendum. Il y a eu sur la Corse après, mais... Oui, mais bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que les référendums, c'est extrêmement difficile. On savait très bien que le président Chirac, au fond de lui, il était contre le référendum. C'est sa famille politique qui lui a imposé le référendum. À l'époque, vous savez, il y avait la question de la Turquie, et tout le monde pensait qu'il fallait mobiliser contre la Turquie. Mais on voyait bien, puisque au fond, Maastricht était passé quand même avec une très courte majorité, et on avait toute la classe politique, disons les partis de gouvernement, et notamment le PS et l'UMP qui étaient pour. Là, le PS est divisé. Le PS s'est fragile, Laurent Fabius et quelques autres, et même une partie de l'UMP. Philippe Séguin. Et donc, mais Philippe Séguin, il n'avait pas voté Maastricht déjà. Mais là, c'est tout le PS qui était avec nous sur Maastricht s'est séparé. Donc, on a eu une division, et ce qui fait que, naturellement, quand on passait tous ensemble, on faisait 52, divisé, naturellement, on a fait moins. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que les gens disent qu'on ça a été, on a tourné le dos à la vie du peuple. Nicolas Sarkozy a dit dans sa campagne électorale qu'il modifierait le texte et qu'il le présenterait au Parlement. Il l'a dit, il a été élu. Donc, il n'a pas trahi. C'est quand même très important. Oui, bien sûr. Il l'a dit. Donc, je vois qu'on attaque beaucoup Nicolas Sarkozy sur beaucoup de sujets. Je trouve qu'il faut le défendre sur beaucoup de sujets, parce que sur cette question-là, il a été d'une grande clarté. Il a modifié un certain nombre de textes pour faire un nouveau traité qui est Lisbonne, et il l'a présenté au Parlement. Et je crois qu'il a raison, parce que sur les sujets complexes, vaut mieux la représentation nationale que la radicalisation. Donc vous n'êtes pas très favorable au référendum? Je ne suis pas très favorable au référendum, surtout pas sur les sujets complexes. La représentation, c'est ça, c'est de charger des gens pour qu'ils travaillent le sujet, pour qu'ils le connaissent, parce que c'est très compliqué quand même. Vous savez, aujourd'hui, nos sujets sont de plus en plus complexes, et les solutions apparaissent de plus en plus simples. C'est très difficile, c'est dangereux. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio, il est 8h57.